C'est le Togo. Il décède en les candidats. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre Togo et célébrer sa beauté. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Dans la suite logique des émissions organisées par le CACIG Togo pour la réalisation de son projet Les Champions, nous recevons aujourd'hui une personnalité battante, une personnalité auguste, une femme rarissime, au talent énormissime, dynamique, battante, ancienne députée, enseignante chercheur en chimie aux universités du Togo, maître de conférence, actuelle deuxième vice-présidente de l'université de Lomé. J'ai nommé Madame Pigba, une des rares femmes des universités du Togo pour qui la réussite sociale rime avec la culture de l'excellence. Madame Pigba, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour Estelle, merci de m'avoir sur ce plateau ce matin. L'honneur est pour nous de vous avoir plus tôt. Je vous remercie. Et dites-moi, en début d'émission, comment est-ce que vous vous portez? Je suis ce matin sur ce plateau, ce qui signifie que je suis vivante, je suis parmi les vivantes. Et donc c'est simplement une grâce. Et partant de là, je peux vous dire que je vais bien. Dieu merci. Et comme je le disais tantôt en introduction, vous êtes une des rares femmes intellectuelles et universitaires du haut niveau impliquées dans l'animation de la vie politique et publique même de notre pays. Maître de conférence, ancienne députée à l'Assemblée nationale, aujourd'hui deuxième vice-présidente de l'université de Lomé. Vous êtes, si je ne me trompe, la première femme à occuper aussi important poste dans la hiérarchie de l'histoire des universités du Togo, ce qui fait de vous une femme de classe exceptionnelle. Dites-nous d'entrée, comment est-ce que vous concevez le projet Les Champions? Vous avez beaucoup dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous venez de dire, c'est réel. Mais je considère toujours cela comme une grâce de Dieu. Et je ne suis pas plus méritante que les autres. Et c'est un destin. Et ma foi chrétienne m'exige de le dire haut et fort. Et tous les champions, c'est un programme que je salue et que j'apprécie. J'admire l'initiative et même de loin, je soutiens cette initiative. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ramener la jeunesse à prendre conscience et à jouer pleinement son rôle, tout ce qu'on peut faire comme initiative pour donner les outils nécessaires, appropriés et idoines à la jeunesse pour se former, pour s'informer et de façon utile pour pouvoir assurer la relève de demain, je ne peux que me souscrire à cela. Et c'est là où je vais vous féliciter pour cette émission et vous encourager à tenir bon et aller de l'avant quand bien même dans nos structures, dans notre pays, ce n'est pas évident de faire de mener à bien un tel programme et de prendre une telle initiative. Vous avez tout mon soutien et je vous félicite pour cela. Et merci beaucoup, madame, de nous soutenir. En votre qualité de femme enseignante, chercheur aux universités du Togo, dites-moi, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le système éducatif togolais? Oui, je serais peut-être mal placée pour le dire franchement, mais permettez-moi de vous dire que le système éducatif au Togo présentement est la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que le constat est clair. Ce système est miné dans tous les domaines. Et on se plaît très rapidement à dire que c'est en baisse. C'est-à-dire que le niveau adéquat, l'enseignement est inadéquat et tout ce qu'on peut dire. Mais je dirais que c'est vrai, ce système a connu des moments très difficiles qui sont liés aux différentes crises socio-politico-économiques
que notre pays a traversé. Et c'est lié à cela. Mais depuis un certain temps, toute la société togolaise, tous ceux qui sont impliqués dans ce système prennent conscience de la situation et sont en train de faire ce qu'il y a lieu de faire pour redresser la situation, pour remonter la pente et redonner au système éducatif du Togo sa lettre de noblesse. Ce n'est pas par un coup de baguette magique que cela va se faire, mais je puis vous rassurer que le fait d'avoir pris conscience déjà est un grand pas et les mesures, les dispositions sont en train d'être prises, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau de l'accompagnement pour redresser les choses, c'est en bonne voie. Et nous y croyons, Dieu comme faire, que l'éducation va reprendre sa lettre de noblesse au Togo. Dieu nous entende. Et selon vous, quels sont les grands mots qui minent aujourd'hui ce système, particulièrement au niveau de l'enseignement supérieur? Oui, je commencerai par la massification au niveau des étudiants. C'est-à-dire que le nombre d'étudiants inscrits dans nos universités a augmenté à une allure vertigineuse que les moyens n'ont pas pu accompagner. Donc nous manquons de tout. Et ça, il faut le dire. On n'a pas d'infrastructure suffisante et bien équipée, adaptée à l'effectif que nous gérons aujourd'hui. Et ça, vous avez dit université, mais c'est jusqu'à la maternelle. Lorsque vous avez dans un amphi près de plus de 2000 jusqu'à 4000 étudiants et que certains sont obligés d'être dehors, soit à la fenêtre ou assis dans les couloirs, ou venir jusqu'à aller sur votre podium, vous n'avez même plus de place pour mouvoir et écrire au tableau, vous comprenez ce que... Donc on n'a pas d'infrastructure qui suffisamment pour... pouvoir donc prendre à charge tous ces étudiants. Nous manquons d'enseignants. Avec l'effectif, il faut qu'il y ait plus d'enseignants pour pouvoir faire l'encadrement qu'il faut. Et il y a les équipements qui font défaut. Quand moi je suis chimiste, donc vous allez dans les labos, ce n'est pas ça. Comparativement à quand nous on était là, il y a problème. Donc il y a plein, malgré l'effort considérable que l'État fait pour accompagner financièrement, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Donc les grands mots, c'est ça. On manque d'infrastructures aussi bien et, sur le plan équipement que sur le plan locaux, et on manque d'enseignants et les moyens pour assurer une bonne éducation aux étudiants que nous encadrons. Et ce n'est pas mieux dans les lycées, les collèges, jusqu'au primaire, où vous avez plus de 100 élèves dans une classe avec un instituteur déjà mal formé. Vous voyez, ça se suit et ça atterrit à l'université et nous sommes obligés de gérer ça. Voilà un peu la situation. Mais comme je l'ai dit, tout n'est pas aussi noir. C'est les grands mots parce que vous avez posé la question et des efforts sont en train d'être faits pour corriger tant soit peu ceci. Et la situation ne va pas être réglée du jour au lendemain. Il faut que tout le monde y met la main à la pâte, des parents jusqu'aux apprenants, pour que nous arrivions à redresser la pente. Vous évoquiez à l'instant des instituteurs mal formés, madame. À qui la faute? Oui, c'est tout un système. C'est tout un système. Il faut souligner que toujours en cette période de crise, où on avait des grèves à répétition, et le gouvernement a pensé que il faut assurer coûte que coûte l'enseignement. Parce que le développement de pays, qu'on le veuille ou pas, passe par l'éducation. On a beau faire les routes, les bâtisses et tout. Si les gens qui vont animer ces structures, qui vont les occuper, sont mal formés, on n'a rien fait. On y reviendra. Donc, l'État s'est dit, il faut que je continue l'éducation. Et on est allé prendre, excusez-moi le terme, n'importe qui, n'importe quoi, pour parler au plus pressé. Il y a ce fait-là. Et il y a aussi le fait que dans notre mentalité, les gens pensent qu'enseigner,
c'est du n'importe quoi. C'est le métier le plus simple au monde. On pense que pour les petits, les primaires et secondaires, tout celui qui peut écrire A au tableau peut écrire B, le suivant peut enseigner. Ce qui est faux. Une fois la base n'est pas solide, la base est faussée, ça se ressent plus tard. Et c'est ce que nous vivons dans le système éducatif au Togo maintenant. Vous avez des institutions qui ne sont pas capables d'écrire leur nom. Allez vous installer dans une salle de classe de CP, CP2, C1, mais vous allez vomir. Et on nous dit qu'il y a des inspecteurs, je me demande parfois à quoi ils servent. Et ça, c'est la réalité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens, beaucoup de parents se tournent vers les privés, qui ne sont pas mieux que les publics. On se trompe. On croit qu'en payant de l'argent, les enfants seront mieux formés. C'est faux. Les publics sont encore meilleurs que ces privés-là quand vous avez quelqu'un qui n'a aucune idée de l'éducation, qui a de l'argent, qui va créer une école et qui n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. C'est pire que si vous mettez vos études, vos élèves ou vos enfants dans des salles à 100 gérées par l'État. Merci madame pour cette analyse pertinente. Dites-moi, qu'est-ce qui faisait la particularité de l'enseignement au temps où vous étiez encore sur les bancs comparé à aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de choses qui font la différence aujourd'hui. Il y a des parents, nos parents, quand nous étions sur les bancs, étaient engagés à nos côtés. On peut en parler. Ça peut être l'objet d'une émission. Aujourd'hui, les parents ont démissionné totalement et ne font pas le suivi des enfants. Pourquoi, madame? Oui, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, ça peut faire l'objet d'une émission juste entière. Peut-être quelques petits détails. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la pauvreté, la misère qui s'est accentuée. Il y a la façon dont les foyers sont constitués, qui jouent un rôle. La télévision qui envahit nos vies. Les parents rentrent, ils sont soit devant Djaro, et donc devant les films, les feuilletons, ils courent après, ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils ne contrôlent plus si l'enfant fait ses devoirs, si l'enfant a pris ses leçons. Il est plus occupé à voir son feuilleton, à écouter les histoires d'Adjahou à la télé, que de voir ce qui se passe à la maison. Il y a plein de choses qui font que les parents, peut-être malgré eux, ont démissionné. Donc il y a ça. Il y a le fait que nous, quand on était sur les bancs, on n'avait aucun souci de notre devenir. Une fois formés. Et on prenait goût à aller à l'école. Parce qu'on se dit, au bout, il y a quelque chose. Aujourd'hui, nos écoles font plus de chômeurs. Le cas des émigrants est là. Donc, les parents se disent, bon, il va aller, il termine, il reviendra à la maison. Donc, il n'y a pas la motivation, ni au niveau des apprenants, ni au niveau des parents. Et on peut continuer la liste. C'est toute une litanie qui montre aujourd'hui que les parents ont démissionné. On laisse l'éducation des enfants se faire par l'Internet, par la télévision, et les résultats sont là. Ça ne peut être autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, de notre temps, on avait aussi des enseignants qui sont des enseignants engagés. Des enseignants qui ont choisi le métier. Non pas parce qu'ils n'avaient rien à faire, c'est-à-dire ils choisissent l'enseignement. Entre l'enseignement et les émigrants, ils prennent l'enseignement. C'est pas ça de notre temps. C'était par vocation. Et ces enseignants étaient dévoués. C'est le vrai sens. Ils étaient dévoués et leur bonheur, c'est la réussite des apprenants. Ça fait la différence. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont là parce qu'ils veulent gagner leur pain et ils font le strict minimum pour qu'à la fin du mois, le salaire tombe. De notre temps, ce n'était pas ça. Les enseignants étaient là, ils suivaient, ils étaient après nous. Ils nous donnaient le goût du travail. Et ils étaient l'exemple pour nous. Aujourd'hui, la question de savoir si nous, en tant qu'enseignants,
nous constituons encore des modèles et des exemples pour nos étudiants. J'en doute fort. Voilà la différence. Particulièrement, vous l'êtes. J'en doute fort. Voilà un peu la différence. Donc, on va à l'école parce qu'on veut aller. Bon, les parents disent d'aller, on y va sans aucune motivation, sans aucune ambition. À la limite, c'est pour plaire aux parents parce qu'on se dit, bon, les grands frères sont sortis, sont à la maison, pourquoi moi j'irai? Voilà à peu près la situation. Et alors, de notre temps, ce n'était pas ça. On était en compétition quand on était en classe. On voulait qui va réussir. Oui, oui. Et ça marchait, c'était fier. On était pressé le matin de se réveiller et d'aller montrer que bon, cet exercice, on l'a fait, on démontre. Et nous, on est mathématiciens, on démontrait à la fin, mais CQFD. Voilà ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Et c'était avec bonheur qu'on faisait ça. Aujourd'hui, les enfants viennent, ils cassent leur cahier, ils sont sur leur téléphone en train d'échanger les SMS jusqu'à ce que le lendemain, ils retournent à l'école. Comment voulez-vous que ça marche? Voilà la grande différence. Nous, on n'avait pas de téléphone. On n'avait rien. On n'avait pas de télé, presque pas. Même s'il y en avait, c'était contrôlé par les parents. Aujourd'hui, c'est le laisser aller à tous les niveaux. On ne fera jamais une présentation exhaustive de vous, il n'y a que vous-même qui pouvez le faire, l'occasion nous est donnée. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, madame. Ça a été toujours, et ça l'est encore aujourd'hui, un exercice difficile pour moi. Bon, disons que je l'ai dit au début, ma vie est un destin créé et écrit par mon créateur, Dieu que j'adore, je suis chrétienne, donc, et qui a signé en bas de ça. Et ça, c'est en train de se dérouler tout naturellement, avec ceci que il m'est enseigné dans la Bible, tu mangeras la sueur de ton front, ou tu le portes à tes genoux et Dieu te le met sur la tête. C'est le principe de ma vie. Et donc, au même moment, je sais que Dieu est quelque part là pour moi et m'accompagne. Je sais aussi qu'il me demande de faire l'effort suffisant pour qu'il puisse m'aider à accomplir mon destin. Donc, j'ai été très studieuse et je demeure studieuse. J'ai eu une éducation assez stricte, dans des conditions très difficiles. J'en ai déjà parlé plus d'une fois de ça, je ne reviens pas là-dessus. Et j'ai compris donc que ce n'est que par le travail et la bénédiction de Christ que je peux réussir. Donc, partout où on me met, mon objectif, c'est de faire bien ce qu'on me demande de faire. Ça a été ça depuis les bancs. Et ma carrière, avec la bénédiction, bon, j'ai commencé par enseigner avec ma licence à l'université, ce qui est un peu rare. Et ça fait que je fais déjà plus de 30 ans de carrière universitaire. Mais toujours en activité. En activité, oui, parce que j'ai commencé avec la licence et parce que j'ai fait une licence de physique-chimie, ce qui était rare pour une femme à ce moment-là. Et quand j'ai fini, le doyen, en ce temps c'était le directeur d'école, le professeur Keke, paix à son âme, n'a pas voulu me laisser aller dans l'enseignement dans les lycées. Et c'est lui qui a décidé que ce poste me soit attribué, qu'on appelait assistant délégué. Et j'ai commencé à l'université avec ma licence. Parce que j'étais seule fille de la première année jusqu'en troisième année. Et j'ai fini deuxième de ma promotion. Et je n'avais pas de bourse pour continuer directement. Donc, il a fait ça pour me maintenir dans le système. J'avais eu le choix d'aller même travailler à l'IFCC, mais j'avais, bon, c'était l'Institut français de café cacao à Palimé, mais j'ai préféré rester à l'université parce que j'envisageais faire l'enseignement au niveau supérieur. Donc, après ça, j'ai fait 4 ans et c'est en fait que j'ai eu une bourse fac, que je suis partie en France faire ma thèse. Et donc d'abord ma maîtrise, mon DEA et mon doctorat. Et comme j'étais déjà dans le système,
Quand je suis revenu, j'ai juste continué par enseigner. Je n'ai plus fait, j'ai l'honneur. Donc j'ai continué par enseigner et voilà, progressivement, j'ai gravi les échelons. Mais entre-temps, je me suis engagé dans la politique. Ça ralentit peut-être un peu, pas peut-être, beaucoup, ma carrière universitaire. C'est ce qui fait que je suis toujours maître de conférence. J'aurais pu depuis être professeur titulaire. Donc il y a eu ce break où j'ai été à l'Assemblée de 94 à 99. Et après, j'ai repris l'université et ce n'était pas évident parce que vous savez, quand on dit les absents ont toujours tort, non pas tellement désapprendre, mais ça ralentit mes travaux de recherche. J'ai perdu un peu le fil et il fallait recommencer et se ressaisir d'abord, après avoir goûté au plaisir des débats politiques de tout genre, et quand je m'engage, c'est toujours pleinement. Donc suite à ça, avec la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir un postdoc aux États-Unis où je suis allé dans une université là-bas faire mes travaux de recherche parce qu'en tant que chimiste, il fallait travailler, je suis organicienne, donc ce n'est pas simple, avoir les moyens pour faire de la recherche sur place, faire les publications, évoluer, ça a été un peu dur. Donc cette opportunité de me rendre dans une université américaine m'a permis de reprendre les choses et c'est par là que progressivement j'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai pu faire les publications qu'on me demandait ou que bon, la carrière m'imposait et ça m'a permis donc de devenir maître conf et à la suite de ça, donc vous savez, depuis octobre dernier, je suis vice-président de l'université. Donc j'enseigne aussi bien ici, à Cara, et aux États-Unis où j'étais pendant un bon moment quand je faisais donc mon postdoc. Parce qu'après le postdoc, ils m'ont gardé comme chercheur, enseignant-chercheur associé. Et c'était à Florida Institute of Technology. Et j'ai toujours la porte ouverte là-bas. Si je n'étais pas ici, je serais là-bas actuellement. Voilà un peu la carrière universitaire et un peu politique. Donc, vous parlez parfaitement l'anglais, madame? J'essaye. Parfaitement, c'est trop dit. Vous savez, si vous n'avez pas grandi dans le système, ce n'est pas évident de maîtriser après la langue. Surtout, je vous dis, c'est après l'Assemblée que je suis partie aux États-Unis. Mais quand même, oui, je puis dire que je suis bilingue. D'accord. Il paraît que vous êtes l'une des élèves du très révérendissime professeur Raymond Dossé-Tétépoé, ancien censeur puis proviseur des lycées de Sokobé et de Kodi-Akbalime, de Tokan, du lycée de Tokan et du 2 février plus tard. Dites-nous quelques souvenirs, ce que vous gardez de cette auguste personnalité. Waouh! Parler d'un monsieur, un grand monsieur, il n'y a pas de qualificatif pour parler ou pour prononcer ce nom, professeur Raymond Dossé-Tétépoé. Il m'a eu de la seconde jusqu'en terminale. C'est avec lui que j'ai eu mon bac. Mais c'est les grands, au vrai sens du terme. Voilà un monsieur, comme je l'ai connu, mais assez affable, simple. Quand nous étions au lycée, j'ai jamais vu le proviseur Tétépoé ni en pantalon, ni en cravate. Jamais. Il portait quoi alors? Il portait toujours une culotte, chemise. Il venait à l'école comme ça. Mais un homme qui, comme je l'ai décrit un peu les anciens enseignants, qui avait l'enseignement comme une religion, au vrai sens du terme. Un monsieur qui croyait que avec l'éducation de la jeunesse, on peut construire cette nation. Et il a tout, je pèse bien mon mot, tout donné pour cela. Aujourd'hui, je vais dans les établissements, je vois les proviseurs, quand ils parlent, les étudiants,
où les élèves ne savent même pas qu'il existe. Tu es qui? Lorsque Tétékoué est debout sous les mains et que tu arrives même 1 minute de retard, toi-même tu cours jusqu'à rentrer dans le mur avant de savoir que tu as un mur devant toi. Il ne dit rien. Voilà ce monsieur qui s'impose de par le travail qu'il fait. Il ne dit pas un mot. Quand on dit le proviseur arrive, chacun est dans le rang. Et la vision de Tétékoué, c'était toujours d'être le meilleur. Quand on va au POBA, quand on va au bac, quand c'est l'équipe du lycée de Podji qui est quelque part, vous devez être les meilleurs. Et c'est lui qui façonnait tout à cette image-là. Il savait ménager les sentiments. Il aimait, il connaissait les étudiants au nombre que nous sommes. Il aimait chacun d'entre nous, mais à la seconde qui suit, il peut te tabasser parce qu'il veut que tu sois réglo. Et on apprenait parce qu'on sait que Tétékoué va passer dans les salles. Nous étions en terminale C, j'étais l'unique fille. Nous étions de plus de 60. Mais notre ambition, c'est de savoir quand Tétékoué arrive, qu'il sache que la terminale C est debout. Et je vous avoue que tous les enfants, des grands ministres ou quoi, qui étaient sur la mauvaise pente, étaient envoyés au lycée de Podji à Tétékoué. Et ils réussissaient à en faire des hommes. Ils les redressaient et ces gens réussissaient. Ils arrivaient à faire tout ce qu'ils n'arrivaient pas à faire quand ils étaient avec leurs parents. Il y avait l'internat. Donc tu les retrouvais enfants de tel ministre, en tant que de tel ministre. Et Tétékoué était celui-là qui était capable de les maîtriser et de leur donner un sens à leur existence. Dès Tétékoué aujourd'hui, il en existe très peu. Or, c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour cette jeunesse dévergondée qui est accro à l'Internet et aux SMS. Et madame, dites-moi, est-ce qu'il vous a un peu inspiré par rapport à votre carrière professionnelle? Ça, ce n'est pas une question à poser. La rigueur au travail, l'attachement au travail, le travail bien fait, c'est de ce monsieur que nous l'avons appris. Je veux dire une chose. Moi, je venais de la campagne du village, directement parce qu'on n'avait pas de lycée dans nos villages. Et tous les villages, le lycée de Podji était l'unique lycée dans le temps. Donc quand on avait le BPC, nous étions tous des paysans, de petits paysans qui débarquaient des villages. Et qui n'avaient peut-être pas tellement de repères quand on arrive au lycée de Podji. Mais ce monsieur était capable de nous mettre en confiance et de nous permettre de rivaliser avec ceux-là dont je vous parle, qui venaient des lycées, des villes, qui étaient déjà épanouis. Il était capable de nous mettre en un temps record au même niveau qu'eux. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait ce que c'est qu'éduquer les enfants. Il a réussi à le faire. Et pour nous, tout le monde se battait pour être à l'image de ce monsieur, rien d'autre. Et la plupart de ceux, si tu es passé par le lycée de Podji et que tu n'as pas réussi, tu ne réussiras plus ta vie. Non. Et la plupart des recadres, peut-être qu'il va avoir l'humilité de vous le dire, sont passés entre les mains du proviseur Tétékoué. Il a fait des grands hommes et des hommes bien faits. Pas des têtes pleines seulement, mais des têtes bien faites. Tétékoué en a fait, et il ne peut pas les citer, et ne nous demandez pas de nous présenter tous parce que vous n'allez pas nous croire. Et vous allez nous retrouver partout. Les fruits, les gens qui sont sortis des mains de Tétékoué. Parce qu'il n'y a pas que, les gens pensent que c'est que le cahier. Ça ne suffit pas pour faire d'un homme un homme bien fait. Il y a tout ce qui tourne autour. Et ce monsieur avait ce don-là. Et il était dévoué entièrement. Il ne cherchait rien. Aujourd'hui, les proviseurs dans les collèges, c'est de voir comment ils vont trouver les petits sous-sous sur les écolages, sur telle manifestation, pour acheter une voiture Benz. C'est tout.
Et citez-nous, madame, quelques noms de vos anciens étudiants qui ont réussi à leur tour et que vous avez aussi en mémoire. Ça, c'est trop me demander. Non, c'est pas trop demandé. Si. Je suis assez âgée, mais encore jeune, pour me targuer d'avoir formé tel qui est à ce niveau-là. Les Tétégbos peuvent le faire. Et ils le méritent. Mais moi, je n'ai pas ce mérite. Vous le méritez également. Non. Les exemples sont là, madame. Mais ce que je puis vous dire, c'est que j'en ai formé, après plus de 30 ans de carrière, suffisamment. Et c'est ça qui fait le bonheur d'un enseignement accompli. Quand vous sortez, vous allez dans les services, vous allez partout dans les marchés, et que quelqu'un, un inconnu, vous salue et vous dit bonjour professeur, vous retournez et il vous dit, vous m'avez formé, j'ai été votre élève, j'ai été votre étudiant, on n'a pas besoin d'or ni de diamant. Ça, c'est précieux. Parce qu'il peut vous faire vous voir et vous dépasser, parce que vous n'avez été rien pour lui. Mais s'il arrive à vous approcher, vous avez été mon professeur, vous m'avez formé, vous ne pouvez pas savoir quel bonheur cela représente pour un enseignant. Et moi, je vis au quotidien ce bonheur-là. Quand je vais dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, où les jeunes, la génération de jeunes médecins, que je ne reconnais pas, m'approche, vous dit, madame, j'ai été votre étudiant, vous m'avez formé. C'est partout où je passe, dans les banques. Je suis dans la queue, et voilà un banquier qui sort et vient me prendre. Il dit, madame, professeur, venez. Il m'appelle professeur, même si je ne suis pas professeur titulaire. Professeur, venez. Et on m'installe quelque part dans une salle et on va me servir en me disant, professeur, j'ai été votre étudiant. Il m'arrive des fois de dire, mais vous êtes à la banque et comment moi, un chimiste, j'ai été votre enseignant. Professeur me dit, ah, je suis passé par la fac des sciences ou je suis passé par la fac de médecine. Ça n'a pas marché et je dis, bon voilà, c'était pas votre destin. Donc, j'en ai plein. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'étais au Niger la dernière fois, je descendais de l'avion et voilà un monsieur qui m'approche, dit, madame, professeur, je le regarde, dit, vous m'avez formé. Donc, partout, aux États-Unis, surtout depuis ma nomination, quand c'est passé sur le site du Togo, Republic of Togo, mais je reçois des coups de fil de partout pour me dire, mais on est fiers de toi, on n'est pas surpris, voilà. Donc j'en ai formé, mais je ne vous donnerai pas de nom, tout simplement. Oui, vous ne donnerez pas les noms, mais nous avons recueilli certains témoignages sur vous qu'on va suivre dans cet élément. Moi, je suis docteur Wowelen Komi Nomesi. Je suis pédiatre de formation. J'ai fait toute ma formation à Lomé, à l'université de Lomé, et puis au CHU Sylvanus Olympio. J'ai reçu Madame Beba comme de chimie organique en première année à l'université de Lomé. Et c'était en 1995. Et à l'université aussi, elle fut mon premier professeur dame dans une matière que nous on considère comme noble. J'étais surpris, très fasciné le premier jour où on nous a annoncé que c'est une dame qui devait nous prendre dans cette matière-là. Et je me suis dit, j'attends voir, est-ce qu'on viendra s'amuser, on viendra chanter ou être au niveau où les dames nous mettent toujours. Et ma fascination était grande quand j'ai suivi toute l'année ces cours en chimie organique. Je m'appelle Dr Agbaseko, comme l'ADEM. Je suis médecin à la clinique de l'aéroport. Je connais très bien Madame Pegba. Elle m'a eu en première année de médecine. Je crois bien que dans ces périodes-là, c'était une dame vraiment très rigoureuse. Surtout en matière de travail, elle ne blague pas du tout.
Et je crois que c'est cette rigueur qui a fait qu'aujourd'hui, moi aussi je suis devenu médecin. Et je voudrais quand même la remercier pour ça. Madame Pegba, c'est l'une des enseignantes chercheurs que moi je connais au département de chimie. Depuis que je suis au département de chimie, c'est la seule dame que j'ai connue. Et c'est une dame qui est tenace, qui ne lésine pas sur les moyens quant à ce qui concerne le travail. Elle est disponible à tout. Nous qui sommes ses collaborateurs, elle n'est pas fermée à notre endroit. Et lorsque nous l'abordons, elle est toute ouverte à nous satisfaire, aussi bien sur le plan de la recherche que sur le plan de relations entre collègues. Ce que moi je fais ici, c'est... En fait, je suis ingénieur, le technicien qui s'occupe de ces appareils-là. Ces appareils, on les appelle des chromatographes. C'est des appareils qui nous permettent de faire l'analyse d'un certain nombre de composés, comme de produits comme les hydrocarbures, les huiles essentielles, les boissons, etc. Donc ça nous permet de voir la composition de ces produits. Je suis enseignant-chercheur, assistant au département de chimie. Donc nous travaillons tous dans le domaine de la chimie organique. Je peux dire que Mme Pegba est l'un des professeurs du département de chimie qui est vraiment dévoué dans ses travaux. Il participe à la formation des étudiants, que ce soit au niveau de la licence ou du master. Elle est très active malgré ses préoccupations, ses occupations pédagogiques et académiques. Donc c'est une dame qui travaille toujours en collaboration avec les autres enseignants. Même si elle est absente, elle nous guide, elle nous donne des consignes à respecter. L'une de ses préoccupations, c'est le travail bien fait. Ceci étant, par exemple, pour encadrer les étudiants, l'une de ses qualités, c'est d'offrir un encadrement de qualité. Et dans ce travail-là, elle est très très rigoureuse. Pour la formation des étudiants, par exemple, il faut que les étudiants travaillent, aient de bonnes notes avant de passer en année supérieure. Ce qui fait que dans l'organisation des travaux pratiques comme des travaux dirigés, les étudiants doivent être toujours présents. Sinon, si ces étudiants n'ont pas de bonnes moyennes, ils ne passent pas. Au niveau de la recherche, nous sommes ses collaborateurs. Je suis étudiant en thèse de doctorat, je suis son étudiant. Alors, madame, je peux dire, comme je travaille avec elle depuis 2 ans, Madame Pegba, c'est une dame très courageuse, et elle est travailleuse et c'est une dame qui n'aime pas la médiocrité, elle aime un travail bien fait. Et bon, dans mon travail de recherche, elle me donne beaucoup de pouces. Par exemple, pour l'achat des solvants, bon, les solvants coûtent très cher, elle vous l'a dit tout à l'heure, et elle n'hésite pas à dépenser énormément pour l'achat des solvants pour pouvoir effectuer nos travaux de recherche. Je suis le professeur Gado Tchangbeji, enseignant-chercheur au département de chimie et doyen de la faculté des sciences depuis 2014. Et par rapport à Mme Pegba, en tant que chimiste, le fait déjà d'être la seule femme chimiste depuis pratiquement la création de l'université de Lomé dans les années 70 montre quelle est la nature de la personnalité dont vous me demandez de parler. Au-delà de ses qualités de personne publique, c'est une scientifique confirmée, c'est une scientifique engagée. Parce que les sciences exactes en général, les sciences chimiques ne sont pas des sciences faciles à faire dans nos pays. Nous manquons de tout pour faire du travail de qualité. Mais grâce à son engagement, grâce à sa conviction scientifique, elle a réussi à faire des travaux qui sont aujourd'hui mondialement connus. Parce que lorsque vous intégrez des laboratoires aux États-Unis, cela veut dire que vous êtes une scientifique ou bien vous êtes un scientifique de haut niveau.
vous êtes un scientifique qui est confirmé parce que les Américains, vous savez, c'est la puissance mondiale. Et si on vous accepte, eh bien, c'est que vous méritez d'être là-bas. Et vous savez, l'histoire des États-Unis est faite de ce genre, de prendre les grosses têtes des autres pays, que ce soit en Europe, en Asie et maintenant en Afrique. Vous imaginez M. Diarra, l'ancien Premier ministre malien, qui a travaillé à la NASA, et aujourd'hui, par comparaison, vous allez comprendre ce que j'ai dit de Mme Kpegba pour avoir travaillé dans une université américaine. Mais maintenant, en tant que doyen, moi je suis heureux d'avoir une telle personnalité dans ma faculté parce que ça devient un modèle pour l'ensemble des enseignants, mais aussi un modèle dans un autre cadre, une autre facette de sa personnalité que je voudrais parler et qui est rattachée à la science. Elle est membre active de l'association des femmes pour la promotion des sciences au Togo et une association qui se bat pour la gente féminine. Ça voudrait dire que aujourd'hui elle est là, mais elle pense déjà à l'avenir de la gente féminine scientifique dans notre pays. Et donc vous comprenez bien que c'est une enseignante qui pense à la relève et particulièrement à la relève par rapport aux femmes. Naturellement, elle n'est pas féministe au sens vulgaire du terme, mais féministe au sens noble du terme, parce qu'aujourd'hui, elle contribue à démystifier les sciences dans notre faculté. Vous savez, quand on prend la proportion des filles qui sont dans nos facultés à caractère scientifique par rapport aux autres facultés, c'est vraiment négligeable. Mais grâce à leur engagement, c'est-à-dire l'engagement des professeurs femmes de notre faculté dont elle fait partie, et je profite pour saluer Madame la doyenne Glito qui a créé cette fondation avec leur participation. C'est pour vous dire qu'elles ont contribué à rehausser, n'est-ce pas, ou bien à augmenter le nombre des filles qui s'intéressent à nos différentes filières scientifiques. Elles ont réussi à démystifier ce que on pensait que la fac des sciences ce n'est pas fait pour les femmes. Et donc vous voyez que Mme Kpegba, parler de Mme Kpegba, c'est vraiment, disons, faire la promotion de la femme dans le sens noble du terme. Et pour moi, je souhaite que plusieurs Kpegba sortent de notre faculté, que plusieurs Kpegba donnent cette image positive de la femme qu'elle donne. Je vais parler simplement de son engagement scientifique. Mais vous, journalistes, vous savez ce qu'elle est dans ce pays, dans un autre domaine. Ça voudrait dire que c'est une femme tout court, noble, c'est une femme qui est faite pour donner des exemples à d'autres femmes et pourquoi pas à d'autres Togolais, hommes ou femmes que nous sommes. Merci de montrer, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale une telle personnalité qui fait la fierté de ma faculté, qui fait la fierté de l'université, puisqu'aujourd'hui, elle est quand même la deuxième vice-présidente de l'université. En un mot, elle est ma patronne. Oui, madame, dites-moi, on va faire un peu de l'histoire, juste un devoir de mémoire là. Est-ce qu'il y a des noms de certains inspecteurs, éducateurs, ou que sais-je encore, qui ont marqué le système éducatif togolais depuis l'époque coloniale, que vous voulez bien partager avec nous? Oui, étant dans le système, je peux citer quelques grands noms, des gens qui ont vraiment marqué le système. Je m'excuse a priori si j'en oublie, parce que je ne les ai pas connus, mais de visu, mais bon, pas l'histoire. Et on peut citer les grands, surtout les ministres, parce que nous, de loin, les inspecteurs, les autres, on ne les côtoyait pas, donc on ne les connaissait pas. Mais les ministres, on peut commencer par le premier,
qui est qui a commencé du moins en séquence 6, donc travailler de séquence 6 jusqu'à en séquence 8, 2 ans, donc c'est Bagilma. Après lui, il y a eu le ministre Ankareja, il y a le ministre Adosama qui a suivi, il y a le grand Yaya Malou, et nous avons par exemple le Mama Fousseni, il y a le ministre Lamboni, il y a le ministre Babelem. Je peux continuer en citant le ministre Dikeni Keri. Nous avons le ministre Alasunuma, Bombera plus proche de nous. Il y a le ministre Agbetiafa, qui d'autres, les anciens, surtout, donc j'ai le ministre Agbetra, Chakozat Chalim, et plus près de nous, il y a le professeur Sedo. Il y a mon président actuel, le professeur Béassor. Bon, il y a le ministre Gallet et puis l'actuel ministre Brou. Pour ne citer que ceux-là, probablement que j'en ai oublié, que les gens m'en excusent. Et puis quelques grands noms aussi qui ont marqué le système éducatif. Il y a l'enseignant, le professeur Atignon, et dont nous continuons par fredonner la chanson jusque-là. Et puis nous avons les gens comme Akoumé. Il y a d'autres noms, mais il y a des étrangers qui ont aussi marqué l'histoire, parce que dans le temps du système colonial et au début de l'indépendance, vous avez les fonctionnaires étaient libres d'aller s'installer dans la sous-région et de travailler librement. Donc vous avez plein de Togolais qui étaient, surtout les Togolais, on a été au Gabon, nos parents ont été au Cameroun, ils étaient en Côte d'Ivoire, puisque les intellectuels, c'était plein, on en avait plein, jusqu'à revendre au Togo. Mais aussi, il y avait quand même quelques étrangers qui ont marqué l'histoire du Togo. Il y a le Babacar Ndiaye, et il y a un établissement aujourd'hui, donc c'est un Sénégalais, qui a beaucoup travaillé au Togo. Il y a également des noms comme Benjamin Vianou, c'est un Béninois, qui a travaillé au Togo. Et parmi les noms togolais, bon, vous savez, il y a Fiati, Siti, et il a commencé, après il a créé sa propre structure. Il y a Lanté, donc, entre autres, il y a plein de noms, plus nos propres professeurs à nous, qui sont, qu'on ne peut pas tous les citer, qui ont réellement marqué l'histoire. Il y avait des gens qui étaient dévoués pour former la relève de demain. Et voilà quelques noms que je peux rapidement citer pour l'histoire. Merci madame. Voilà, vous êtes vraiment une femme particulière. Faire carrière dans la science pour une femme, c'est pas donné à n'importe qui. Et dites-moi, est-ce que vous n'avez pas été complexée face à vos camarades garçons lorsque vous étiez sur les bancs? Pas du tout. Pas du tout. J'ai passé l'enfant déjà parmi les garçons. C'est pour ça que je dis, ma vie, c'est un destin. Tout a été préalablement tracé par mon créateur. À bas âge, j'avais une cousine qui n'avait pas de fille et qui était venue me chercher parce qu'il faisait que des garçons. Donc ça a commencé comme ça. Et quand j'étais arrivée au collège, je travaillais déjà, bien que très tôt j'étais major de classe, puisque dans le temps, c'est le premier qui est major. Donc j'ai commencé déjà par diriger les garçons en classe. Et le reste de ma carrière faisait que, comme j'étais scientifique, je me retrouvais toujours seule parmi les garçons, que ce soit au lycée, comme je l'ai dit, à l'université. Et actuellement, c'est pareil. Dans la filière sciences physiques, maths, physique, chimie, je suis seule femme. Donc très tôt, je ne vois plus ce côté féminin de la chose. Je suis élève comme les autres, étudiante comme les autres, enseignante comme les autres. Et je ne me posais plus de questions. Mon seul problème,
c'est de bénéficier de ce qu'ils peuvent m'apporter et de donner ce qu'ils peuvent bénéficier de moi pour qu'ensemble nous évoluions. Ça a été ma vision. Et à l'Assemblée, comme je le dis, j'étais seule parmi 81 députés. Donc je ne me pose plus de questions là où je suis, d'être femme ou d'être seule. Je donne ce que je peux donner et je reçois des autres ce que je peux recevoir. Je partage, c'est ça ma vie. Et ceci dit, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire et universitaire, madame. Oui, j'ai été bénie aussi sur ce plan. Donc très tôt, j'étais quand même assez claire, pour ne pas dire assez intelligente. Et donc j'ai fait les études, pour moi c'était comme un jeu. En fait, je n'ai pas eu de problème pour évoluer sur le plan, que ce soit scolaire, universitaire. Et je me rappelle au CE1, ça m'a marqué. Quand j'étais première de ma classe, j'étais si petite que le directeur d'école a dû me soulever au mains comme ça pour pouvoir me montrer aux autres. Et c'était parti dans ce sens-là jusqu'au bout. J'ai fait c'est pas moi de le dire, mais des études assez faciles et assez brillantes. Parce que quand j'ai fait 4 ans après ma licence avant d'avoir la bourse. Quand je suis arrivée non pas aux États-Unis, en France, j'ai fait 1 an. C'était au temps du ministre Seydo, qui était il était le recteur et puis après ministre. Et ça a été toute une gymnastique pour que je puisse avoir la bourse et partir. Et quand je suis arrivée, j'ai fait ma maîtrise et je commence le DE et j'étais partie avec une bourse fac. Et la France du temps de Chirac voulait encourager les meilleurs boursiers fac de par le monde, c'est toutes les nationalités confondues. Donc ils ont demandé à nos mentors d'envoyer les dossiers. Moi j'étais venue en vacances quand mon directeur m'a écrit que c'est comme ça, est-ce que j'avais les choses à portée de main, et le dossier envoyé. Et puis j'ai été sélectionnée parmi les meilleurs boursiers français et boursier fac. Et ça m'a permis donc de faire ma thèse dans des conditions incroyables. Je vous dis, la bourse fac était à 3 000. Et cette bourse d'excellence, 3 000 francs français à ce moment, c'était pas dollars, c'est pas francs, c'est pas euros. 3 200 francs français, ils l'ont porté à 8 000, la bourse d'excellence. Donc ça m'a permis de faire ma thèse dans de très bonnes conditions et de me préparer sur tous les plans, de plans matériels et tout, avant de rentrer, continuer ma carrière. Donc, je suis bénie, ça c'est le mot qu'on puisse dire, et de Dieu, j'ai pris des filières difficiles, mais je les ai fait sans trop de problèmes. Ça a été le cas quand je faisais mon post-doc, je cherchais un poste à l'université aux États-Unis, c'était pareil. Tout le monde me dit, aux États-Unis, les Américains ne reconnaissent pas les diplômes venus d'ailleurs. Ça, c'est réel. Si tu pars, tu ne fais pas. C'est pour ça que tous nos enfants qui partent avec l'autovisa, ça, c'est une autre paire de manches. Pour tous les problèmes de la terre. Si tu vas, tu n'as pas un diplôme américain, tu ne t'en sors pas. Ils ne reconnaissent pas des diplômes venus d'ailleurs. C'est difficile qu'ils les reconnaissent. Donc, quand je suis arrivée, le gars qui devait me prendre, il avait tous mes publications sur la table. Et puis, en les regardant, il me dit comme ça, je te prends. Et quand j'ai dit aux gens que j'ai été intégrée, les gens étaient surpris. Moi-même, j'étais surprise que ça s'est passé comme ça. Donc, dans ma vie, tout est planifié et se déroule. Et j'y mets le mien, du mien. Ça, c'est important. J'ai jamais été paresseuse à l'école. J'ai toujours travaillé. J'étais toujours dans les groupes avec les hommes, les garçons. Et je le conseille chaque fois à mes étudiants. Chacun veut se mettre dans son coin et travailler. Je viens d'une famille très pauvre. Je n'ai jamais eu d'annales. Je n'ai jamais eu de livres. Je m'appuie sur les autres.
Donc ça fait que je suis obligée tout le temps d'être là, aux côtés des autres, pour travailler et bénéficier de ce qu'ils ont comme matériel didactique pour avancer. Donc j'ai toujours beaucoup travaillé. Je n'ai jamais dormi sur le laurier disant que je suis intelligent. Non, j'ai beaucoup travaillé, ça il ne faut pas se le cacher. Et avec la bénédiction de Dieu et la grâce divine, je suis là où tout s'accomplit naturellement. Et d'accord, madame. Comment trouvez-vous aujourd'hui le niveau de performance de nous, jeunes filles, surtout au niveau du système éducatif sur le plan supérieur? Oui, celles qui viennent et qui se prennent en charge, qui ont une vision, qui veulent travailler et qui veulent réussir par leur travail et qui n'attendent pas faire elles-mêmes la cour à un professeur pour avoir des notes avant de réussir, s'en sortent très bien. Au niveau des sciences, nous avons une association. Quand nous avons fait le constat qu'il y a très peu de filles en sciences et qui réussissent difficilement, elles arrivent nombreuses, mais à la fin de l'année, on ne les voit pas. Nous avons mis sur place une structure et nous accompagnons ces filles. Celles qui s'y mettent et qui s'engagent réussissent. Ça fait que nous avons aujourd'hui pas mal de jeunes filles qui ont réussi également en sciences, que ce soit en chimie, en physique, qui ont fait leur doctorat. Mais celles-là qui viennent et qui veulent jouer à l'étudiante, et qui veulent, j'ai une amie qui dit promotion sur canapé. Mais ils traînent leur boss à l'université, c'est elles qui vont raconter des histoires parce qu'elles sont passées par là. Ça n'a pas marché, ils pensent que celles qui ont réussi sont aussi passées par là. Non, les études universitaires, c'est le travail personnel compte énormément. Il y a ce que les enseignants dispensent qui doit être bien fait et ils essayent, nous essayons en tant qu'enseignants, mais surtout dans le nouveau système que nous appelons le système LMD, le travail personnel compte énormément dans ce système. Donc si vous êtes là à mettre les rouges à lèvres, du vernis à ongles, faire les tissages qui tombent derrière, et vous pensez vous faire valoir de cette manière, ça ne marchera pas. Donc il y a des réussites des filles, il y a des filles qui font carrière, qui réussissent très bien, parce qu'elles savent pourquoi elles sont à l'université, elles savent que la seule façon de réussir, c'est d'apprendre. Et celles qui apprennent réussissent. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pareil pour les garçons. Il y a plein de garçons qui échouent. S'ils viennent, ils s'amusent sur le campus, c'est tant pis pour eux. Ils font 10 ans à l'université. Et après, on va dire que c'est les professeurs qui rachent. On ne rache personne. Le système est là. Vous apprenez, vous réussissez. Vous vous prenez au sérieux, vous réussissez. Vous êtes là pour jouer à l'étudiant ou à l'étudiante. Vous êtes à côté de la plaque et nous on avance. Donc c'est pareil pour les garçons, c'est pareil pour les filles. Toute fille qui a le bac, à mon humble avis, peut réussir à l'université. À condition qu'elle mette les moyens de réussir de son côté, c'est-à-dire les études, rien d'autre. Donc vous êtes apparemment contre des concours qui privilégient plutôt la beauté plastique à l'intellect ou... Mais ça c'est évident. Mais je n'ai jamais... Pour moi, la promotion de la femme ne doit pas être spécifique. Je suis pour la discrimination positive. Parce que Dieu même a fait l'être humain comme ça, en mettant la différence entre les hommes et les femmes. Et nous les femmes, on est toujours à l'écart, on a toujours besoin de coups de pouce de par notre nature féminine. Donc je suis pour la discrimination positive. Mais je ne suis pas pour la promotion physique de la femme. Je veux faire allusion à ces histoires de Miss machin, Miss Togo, ça c'est des futilités. Je suis désolée que ceux-là qui animent ça veuillent bien m'en excuser. Qu'ils n'appellent pas ça promotion de la femme. Ils peuvent l'attribuer au divertissement, à tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils n'appellent pas ça promotion de la femme. S'ils veulent, mettez-les-moi sur un plateau et on va en débattre. J'ai fait le tour du monde
je connais les pays, dans les pays développés, les filles qui vont au lycée sont des filles déjà accomplies, responsables. Elles ont leur métier. Elles savent ce qu'elles veulent dans la vie. Quand elles vont à ces concours, elles ne vont pas se vendre. Elles vont montrer ce qu'elles ont dans leur trip, dans leur cervelle. Et vous conviendrez avec moi, vous serez d'accord avec moi, quand le micro à ces filles-là, lors de ces concours Miss, vous écoutez, vous prenez le temps d'écouter ce qu'elles répondent quand on leur pose des questions. Peut-être c'est le trac, sinon c'est des étudiantes, elles ont le niveau. Quel trac? Elles étudient. Il y a étudiantes dans étudiants, soyons sérieux. Qu'on vient nous faire des concours de mathématiques à l'université de Lomé. Pas des Miss. Et puis je vais vous dire une chose. On sillonne le Togo pour aller prendre ces filles qu'il y en a qui n'ont même jamais mis pied à Lomé. Je suis désolée de le dire. Et on les habille, on les met dans des tenues pour aller montrer leurs cuisses et tout ça devant les hommes qui s'exhibent, je ne sais pas. Et on finit, on sélectionne au maximum 3. Est-ce que ces gens-là, du comité, et ceux qui les disent, qui sont sponsors, est-ce qu'ils retournent après voir celles à qui on a fait miroiter des millions, des véhicules, et qui sont largués en cours de route? Est-ce qu'ils retournent voir ce qu'elles deviennent? Moi, je sais. Et je peux vous dire ce qu'elles deviennent. Oui, dites-le nous, madame. Oui, mais elles continuent parce qu'elles ne veulent plus redescendre. Et la majorité continue par se vendre pour rester dans le standing où on est allé les placer pour dire qu'elles sont belles. Qu'elles peuvent se lever un bon matin sans rien faire et avoir, je ne sais pas combien de millions on leur donne, avoir une belle voiture. Elles continuent dans cette lignée-là pour avoir cette voiture sans rien faire, de l'argent sans rien faire. Elles ne veulent plus aller porter les pagnes que leur mère, pauvre mère paysan, est capable de leur acheter. Elles ne veulent plus de ça. Elles veulent aller porter les habits que le club Miss leur a donnés. Et la suite, vous devinez vous-même. Merci madame pour toutes ces analyses-là. Et dites-moi, vous êtes scientifique de formation, mais est-ce que la lecture a occupé une place dans votre vie rapidement? Je dirais malheureusement non. Malheureusement parce que les conditions dans lesquelles j'ai passé mon enfance et que j'ai évolué ne m'ont pas permis de connaître la valeur de la lecture, le bien fondé. À part les livres de lecture que nous avons, on n'avait pas les moyens d'avoir des livres à lire. Et enfants de paysans qu'on était, nos parents n'avaient aucune notion de ça pour nous instruire et nous donner cette valeur-là, cet élément aussi. Et je le regrette. C'est pour ça, moi, j'ai rattrapé le tir avec mes enfants. Parce qu'on ne peut pas être cultivé si on ne lit pas. Si les pays développés entre griffes arrivent à exploiter nos pays aujourd'hui, c'est parce que nous ne lisons pas. Le Togolais particulièrement ne lit pas. Mettez les affiches partout. Vous pouvez, on passe devant sans lire. Et après on dit on n'est pas au courant. On affiche les trucs sur le campus. Des affiches pour annoncer les concours. Les étudiants passent devant. C'est après quand c'est fini. Concours, madame, s'il vous plaît, les dossiers sont clôturés, j'étais en retard, vous pouvez voir X, vous pouvez voir Y pour que je puisse. Donc c'est un drame. Et moi je l'ai regretté sincèrement qu'on ne nous a pas, on n'a pas mis l'accent sur la lecture. On apprend une langue qui nous est complètement étrangère. La façon de la maîtriser, c'est la lecture. La façon de nous ouvrir, surtout dans nos temps, sur l'extérieur, c'est de lire. Bon, heureusement aujourd'hui, heureusement, malheureusement, il y a l'internet et la télé, mais avant. Donc si on veut maîtriser une langue, ça ne peut se faire que par la lecture. Mais pour pallier à ça de nos temps, qu'est-ce qu'on faisait? On nous faisait apprendre les récitations. Ce qu'on ne fait plus, c'est un drame. C'est pour ça que les enfants ne sont pas capables aujourd'hui de te faire une conjugaison.
Alors qu'en apprenant les récitations, on apprenait en même temps faire une phrase à conjuguer les verbes. Et surtout à éveiller les mémoires. Si vous me demandez, moi, des récitations, j'ai appris au CP, au CEP, de C1, je peux encore vous les réciter. C'est possible, on en doute. C'est possible. Donc, on supprime des choses et on ne remplace pas des choses idoines qui puissent aider les enfants à maîtriser la langue. La langue, même l'évé, ou le kabye, ou le moba, vous savez, il faut les apprendre encore, bien les parler. Donc, la lecture joue un rôle fondamental dans la formation que nous donnons, mais malheureusement, on ne voit pas vraiment l'intérêt ou nous ne donnons pas suffisamment d'importance à cela et c'est regrettable. Oui, madame, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais ce que doit-on faire selon vous pour rehausser aujourd'hui le niveau du système éducatif togolais? Ce sera enfin en même temps votre mot de fin. Oui, il y a, vous allez me dire, peut-être l'État doit faire beaucoup de choses. Et c'est ce que nous disons. C'est vrai, l'État a sa partition à jouer, parce que c'est son rôle ou son devoir régalien de former les citoyens. Mais l'État seul ne peut pas tout faire. L'État seul ne peut pas tout faire. Et puis qui est l'État en fait? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas nous tous. Donc l'État a sa partition à jouer, mais chacun à son niveau, et j'ai commencé par les parents, qui ont leur rôle à jouer dans ce système. Et aussi, il y a un travail énorme de sensibilisation au niveau des apprenants. Mon père, qui était un sage, un grand chef, très sage, a toujours dit que c'est mieux d'avoir le diplôme en poche qui ne sert à rien que de n'avoir pas le diplôme, car ce n'est pas le jour où on dit tel diplômé, venez ici, on va vous prendre, que toi tu vas courir faire ton diplôme. Donc il faut sensibiliser les apprenants, que quoi que tu fasses, il y a un minimum pour que tu puisses être à la hauteur de ce que tu vas faire, que tu sois couturière, apprenti, tailleur, je ne sais pas, artisan. Il y a le niveau d'études à un niveau donné est assez indispensable. Et quand tu veux déjà arriver à ce niveau, tu prends goût à la chose. Mais quand on pense que bon, je peux devenir maçon sans mettre pied à l'école, on en est là. Donc, il faut que l'État, quand même, fasse encore plus, davantage. Je prends un pays que j'ai visité tout dernièrement, la Corée, qui a été un pays colonisé par les Japonais, qui n'a rien comme ressources naturelles, mais qui fait partie aujourd'hui des pays les plus développés au monde. Parce que l'État coréen a mis l'accent sur l'éducation comme sa priorité, la priorité des priorités. Et si nos pays soient dits tantôt développés, tantôt sous-développés, tantôt en voie de développement, selon ce qui ça nous arrange, pour avoir des dotations de l'extérieur, veulent vraiment devenir développés, il faut que nous prenions au sérieux l'enseignement ou le système éducatif. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Kafi-Kwegba. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheur de chimie, en chimie aux universités de Lomé et de Kara, maître de conférence, ancienne députée à l'Assemblée nationale, deuxième vice-présidente de l'université de Lomé et première femme à passer dans cette émission Champion. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame. Merci à vous également. Merci à vos fidèles téléspectateurs d'être restés les nôtres. On se dit à très bientôt sur la chaîne du futur.